Sébastien Harrison, l'histoire entre le CEAD et vous a commencé en 1999, il n'y a pas si longtemps. Racontez-moi un peu dans quelles circonstances. En fait, je suis devenu membre du CEAD à ma sortie de l'École nationale de théâtre. Je suis sorti en 1998 de l'école. Et bon, parce que évidemment, l'école a toujours entretenu des liens assez proches avec le CEAD. Parce que, bon, historiquement aussi, ce sont le fondateur du programme d'écriture dramatique à l'École nationale, Jean-Claude Germain, est aussi l'un des... ce n'est pas un membre fondateur, mais c'est l'une des personnes qui était là au tout début du CEAD et qui a été secrétaire général ou quelque chose comme ça. Il me manque parfois des petites notions d'histoire. Donc, il y a toujours eu des liens entre ces deux institutions, ou ces deux organismes, si vous voulez. Et donc, moi, à ma sortie de l'École nationale, je savais que le CEAD était une ressource importante, une association très dynamique et qui pouvait soutenir ma démarche et me donner les moyens de la poursuivre. Et en 1999, vous avez gagné la prime à la création du Fonds Gratien-Gélina avec le texte Flows. Alors ça a été le déclencheur quand même de quelque chose. Oui, parce que Flows est le premier texte que j'ai écrit après ma sortie de l'école. C'était un peu, je l'appelle souvent mon texte survie. Parce que quand on a été encadré comme ça dans un parcours académique, on se dit, est-ce que je suis capable d'écrire seul? Est-ce que je suis capable de mener à terme des projets sans être soutenu par des coachs d'écriture, des metteurs en scène qui me lisent régulièrement et tout ça? Donc, j'avais décidé d'écrire Flows sans savoir si ce texte-là serait monté, sans savoir si ça allait intéresser les gens, mais en me disant, au moins, tu aurais écrit un texte, un premier texte tout seul en sortant de l'école. Je l'ai déposé pour la prime à la création et le texte a remporté le concours, ce qui fait que très rapidement, après ma sortie de l'école, je me suis retrouvé à avoir un texte comme ça présenté premièrement dans une lecture publique. Après ça, bon, il a été créé au Théâtre d'aujourd'hui grâce à la prime à la création du Fonds Gratien-Gélina. C'est quand même un incitatif important. Donc, je dois beaucoup au CEAD et au Fonds Gratien-Gélina, notamment en ce qui concerne Flows. Et par la suite, vous avez profité d'un autre aspect des activités du CEAD, les résidences d'auteurs. Alors, parlez-nous un peu de celles que vous avez connues, ces échanges, Orford, Tadoussac, en France aussi. Au tout départ, la première résidence que j'ai faite avec le CEAD, c'était une résidence Jeunes Écritures. C'est, à proprement parler, la résidence CEAD, la seule que j'ai faite. Les autres, c'était des partenariats, mais pour ce qui est de notre programme de résidence au CEAD, la seule que j'ai faite, c'est celle-là. C'était une résidence axée sur la relève. Évidemment, je commençais, donc je me qualifiais totalement pour pas ce mandat-là, mais cette orientation-là de la résidence. Et par la suite, c'est vrai que j'ai eu la chance de faire de nombreux échanges qui étaient parrainés par le CEAD. Je pense entre autres à un échange en 2000 qui se déroulait à Bruxelles, qui était mon premier échange à l'international. Et à l'époque, c'était pour la traduction de Titanica en flamand. Donc, ça, c'est ma première chance à l'international. C'est vraiment le CEAD aussi qui a rendu ça possible. Donc, par la suite, il y a eu évidemment des résidences où le CEAD était partenaire dans disons, une dynamique de réciprocité, c'est-à-dire qu'on me recevait à l'étranger et le CEAD, grâce à sa structure de résidence francophone internationale, accueillait des auteurs pour rendre l'appareil, si on veut. Le CEAD permet de rendre l'appareil, organise des échanges. Il y a ce rôle. Donc, l'ouverture à l'international, pour vous, c'est un volet très important des activités du CEAD actuellement et ça devrait le devenir encore plus? Ou comment vous voyez ça? C'est vrai que les liens plutôt que le CEAD entretient à l'international sont précieux pour les auteurs parce que, évidemment, on traite souvent, si je prends l'exemple avec la France, sur le plan culturel, a énormément de moyens. Donc, comme auteur québécois, on se fait proposer beaucoup de choses, on se fait inviter. Et c'est une tradition qui existe depuis assez longtemps. Les auteurs québécois sont bien reçus en France. Il n'existait pas vraiment de structure pour recevoir les Français ici, parce que, bon, l'organisation du milieu théâtral
est différente au Québec. Et c'est une chose qu'on se faisait quand même reprocher comme auteur. On sentait que nous, on était accueillis, mais qu'on ne recevait pas autant, disons. Et le CEAD, je pense, avec la création de son programme de résidence francophone internationale, a décidé de pallier un peu ce manque de réciprocité et de créer une structure pour que les partenaires étrangers aient aussi un point de chute à Montréal. Voilà. Voyager, c'est comparer. Est-ce que vous avez constaté, en voyageant en Europe, par exemple, que le CEAD est très différent dans son approche des organismes français qui font aussi un travail de soutien, par exemple, à la dramaturgie? Oui, tout à fait, parce que, premièrement, le CEAD est l'organisme, le seul organisme que je connais, à part peut-être écrivain de théâtre associé de théâtre, pardon, qui est un organisme français, qui a été fondé par les auteurs sous forme de coopérative pour se donner des moyens de développement dramaturgique. Donc, en ça, notre approche me semble assez singulière parce qu'elle émane du désir des auteurs et elle est gérée par les auteurs puisque le conseil d'administration est constitué d'auteurs. Donc, de mon point de vue, il me semble que l'approche dramaturgique québécoise est très singulière parce que si on prend le rôle de dramaturge, par exemple en France, en Allemagne, les dramaturges vont principalement travailler auprès du metteur en scène pour éclairer les textes. Ils vont le faire sur des textes classiques, ils vont le faire parfois sur des textes contemporains de création, mais très rarement, ils vont travailler avec l'auteur. Je me souviens, par exemple, d'avoir parlé de ce travail que nous faisons au CEAD, c'est-à-dire d'accompagner un auteur dans son écriture, à des amis français, des amis dramaturges français, qui disaient, pour nous, c'est impensable. On ne se mêle pas du travail d'un auteur. Ça lui appartient. Et pour eux, il y avait une grande pudeur. Ils étaient incapables d'imaginer ce travail-là. Je pense qu'au CEAD, on a prouvé avec le temps que c'est possible de le faire, que ça peut se faire dans le respect, sans que ce soit de l'interventionnisme ou comment je dirais, une dictature esthétique qui tout à coup dira à l'auteur « fais ceci, fais cela ». Ça peut se faire dans le respect, aussi dans la relation qui se tisse entre le conseiller en dramaturgie et l'auteur, cette relation de confiance, basée sur une bonne connaissance qui peut s'inscrire aussi dans la durée, parce qu'on sait qu'il y a des auteurs qui ont travaillé, par exemple, pendant des années avec le même conseiller au sein du CEAD. Et après même que le conseiller soit parti, il y a des relations qui restent. Et les auteurs vont se tourner vers ces lecteurs privilégiés-là, même s'ils ne font plus partie de la structure du CEAD. Donc, mais cette approche-là, pour moi, elle reste la grande singularité du CEAD, puisqu'on travaille avec l'auteur vivant avant tout. À peu près, les conseillers en dramaturgie ne vont pas travailler sur des textes achevés, très rarement. Est-ce que c'est une approche, celle du CEAD, colorée par le contexte nord-américain? C'est une approche qui est à cheval, selon moi, entre une approche plus européenne et une approche nord-américaine. Parce que, d'un côté, on a quand même un grand respect du texte, un respect de l'auteur qui, pour moi, vient d'une certaine tradition européenne où, sans le mettre sur un piédestal, sans en faire un dieu intouchable, on considère tout de même que l'auteur est un être qui sait mieux que quiconque ce qu'il y a dans son matériau et que c'est à lui de trouver les solutions. À partir de ce moment-là, ce qui est l'aspect, je dirais, plus nord-américain, on peut l'accompagner, on peut l'aiguiller, on peut l'éclairer, on peut donner des trucs pratiques. Et c'est peut-être en ça que l'approche du CEAD est nord-américaine, mais ces deux éléments-là se côtoient au CEAD. On n'est pas, de mon point de vue, un organisme qui dit comment faire, qui donne des recettes. C'est plutôt un organisme qui fournit des services d'accompagnement. Est-ce que l'écriture actuelle des jeunes auteurs dont vous êtes est marquée par cette approche-là du CEAD? Je crois que oui, parce que si je parle pour ma génération d'auteurs, je crois que la plupart ont eu la chance de rencontrer des auteurs chevronnés dans leur parcours.
Parce que, premièrement, bon, nombre d'entre eux viennent de l'École nationale de théâtre. Pour ceux qui viennent peut-être d'autres trajectoires, parce qu'évidemment, on ne forme pas, on forme des auteurs à l'École nationale, mais ce n'est pas la seule façon de devenir auteur. Pour ceux-là, je pense que le CEAD permet aussi cette rencontre-là avec des auteurs chevronnés. Donc, il y a nécessairement un élément de transmission qui autrement ne serait pas possible. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas ce carrefour des auteurs, ce serait très difficile de rencontrer l'auteur chevronné, l'auteur qu'on admire, celui qu'on a lu pour apprendre à écrire, en quelque sorte. Et je crois que ce serait impossible sans le CEAD, parce que les auteurs sont des gens très solitaires, sont des gens un peu isolés dans le monde du théâtre. On n'est pas nécessairement de tous les cocktails, de toutes les fêtes, par nature, je pense, parce qu'on n'est pas nécessairement... Il y a une intériorité qui vient avec le geste d'écriture qui fait qu'on est souvent en retrait, mais je pense que le CEAD, et c'est une chose extraordinaire, permet la rencontre d'auteurs qui autrement auraient beaucoup de difficultés à se trouver un lieu de ralliement. Ces rencontres-là se font toujours dans le respect, j'imagine, de la continuité, mais est-ce qu'elles sont fructueuses aussi en termes de, je dirais, de confrontation et de recherche d'identité? Est-ce que ça pourrait devenir un lieu encore plus fort d'échange entre les générations d'auteurs? Sans doute, on peut toujours rêver d'améliorer les choses et je pense que l'un des défis pour moi du CEAD pour les prochaines années, ce serait de... Parce que, évidemment, le CEAD, pendant les 40 premières années de son existence, a beaucoup œuvré à construire une dramaturgie, en quelque sorte, ou à soutenir la construction de cette dramaturgie. Il faut se remettre dans le contexte des années 60. C'était vraiment les premiers balbutiements de la dramaturgie québécoise. Maintenant, on peut dire qu'il y a réellement une dramaturgie avec des repères assez solides. Je ne dis pas qu'on a la plus grande dramaturgie au monde. Il faut quand même avoir une certaine humilité et avouer qu'elle est jeune encore. Mais je pense que la phase de construction et d'affirmation envers et contre tout est peut-être un peu derrière nous. Je pense que pour l'avenir, il faut, oui, commencer peut-être à la remettre en question de façon plus costaude et se permettre, oui, des confrontations esthétiques, artistiques, parce que, évidemment, quand on est en train de construire une identité, ce n'est pas le temps de la fragiliser. Mais là, après 40 ans, j'ai l'impression qu'on est dans... Et je pense que ma génération, si je pense à mes pères auteurs qui ont à peu près le même âge ou en tout cas le même parcours, je pense qu'on est assez demandeur de cette confrontation-là, de faire aussi du CEAD un lieu de débat et de débat ouvert. Mais je ne dis pas qu'en ce moment, ce n'est pas le cas. Mais je pense que pour l'avenir, dans l'idéal, ce serait bien que ça le devienne encore plus. Vous êtes né à Matane, Sébastien, et vous êtes monté à Montréal pour faire du théâtre Oui. et pour étudier. Est-ce que la façon dont le CEAD accompagne maintenant les auteurs qui vivent en région, qui essaient de diffuser aussi leurs textes en région, est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Est-ce qu'il y a là une dimension un peu plus difficile quand on écrit en région? Qu'est-ce que ça nous donne d'être membre du CEAD qui est basé à Montréal, en fait? Personnellement, je crois que la réalité des auteurs en région au Québec est particulièrement difficile de mon point de vue parce que, bon, qu'on le veuille ou non, il y a très peu de théâtre en région. Quand je dis il y a très peu de théâtre, je parle de production théâtrale. Il s'en fait peu. On peut écrire, mais en région, mais c'est difficile de s'attendre à être produit facilement en région au Québec. Donc, je pense que dans un contexte pareil, le CEAD est très, très important pour ces auteurs qui sont éparpillés un peu sur le territoire, de permettre justement de centraliser les textes, premièrement, de pouvoir déposer son texte et de dire il va être accessible à Montréal, là où l'action théâtrale se passe, ou à Québec. C'est déjà quelque chose de très précieux, parce qu'autrement, oui, on peut être en Abitibi, on peut être en Gaspésie et poster ses textes partout dans tous les théâtres. Déjà, si on a
un lieu pour, comme constitue le Centre de Doc, un lieu important de référence pour les metteurs en scène, pour les praticiens de... Bon, il n'y a pas seulement des metteurs en scène, il y a des comédiens qui lisent aussi, il y a des gens qui s'intéressent à la dramaturgie sans être producteurs. Mais je pense que d'avoir ce lieu-là est quelque chose de très précieux. Le CEAD aussi fait des efforts avec ses partenaires, avec ses idées de résidence en région, notamment un partenariat qui se développe actuellement avec Écriture Vagabonde, l'organisme français, pour permettre d'investir le territoire aussi. Pardon. Parce que on peut, oui, proposer des textes écrits en région sur les scènes ici à Montréal, mais il faut aussi animer la vie culturelle et le désir d'écrire des gens qui sont là et qui choisissent d'être là. Je ne dis pas que ces gens-là sont condamnés, ils ont choisi de faire leur vie là et je pense qu'ils ont droit à des services culturels, à des opportunités culturelles. Donc, mais ce projet-là avec Écriture Vagabonde, j'y reviens, le CEAD le développe dans une logique qui s'est installée depuis quelques années, qui a commencé avec des partenariats, par exemple, avec la Gironde en France, avec l'Alsace, partenariat auquel j'ai été mêlé en quelque sorte, puisque j'ai fait des résidences là-bas. Et la prochaine étape avec Écriture Vagabonde va justement se dérouler en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, et va permettre d'investir notre territoire aussi. Parce que c'est vrai que le CEAD, ces dernières années, a fait peu de choses en région. Et là, je pense qu'il y a une volonté claire d'étendre les activités à l'ensemble du territoire. C'est l'année des 40 ans, donc, Oui. du CEAD. Vous êtes désormais au conseil d'administration. Vous y êtes arrivé alors qu'on avait déjà élaboré toute une série de projets très particuliers. Vous pourriez peut-être nous parler de l'un de ces projets qui s'appelle 40 ans, 40 levées de rideau. Vous avez assisté à l'un de ces moments. Alors, expliquez-nous le concept élaboré, je crois, beaucoup par Diane Miljour, l'ancienne directrice générale. Oui. L'idée des 40 levées de rideau, c'était de prendre dans l'immense corpus qu'on a au centre de documentation des textes qui, pour diverses raisons, étaient considérés comme marquants, qui avaient peut-être, à l'époque où ils avaient été créés, oui, marqué un jalon dans l'histoire de la dramaturgie québécoise. Évidemment, il a fallu faire des choix. Un comité s'est penché sur la question et a établi quelques repères. Ces 40 textes-là ont été lus en extrait avant des spectacles présentés un peu partout au Québec, d'ailleurs, pas seulement à Montréal, dans cette idée de rayonnement régional sur le territoire. Donc, et avant le spectacle, on lisait un texte contemporain, peu importe que ce soit une création, que ce soit un texte classique qui soit présenté après, on lisait comme mise en bouche, si vous voulez, un texte contemporain québécois pour affirmer que la parole, c'est quelque chose de vivant et que c'est le sel du théâtre, si on veut. Alors, ces levées de rideau se sont tenues sur une période d'1 an environ. Et moi, j'ai eu la chance d'assister à un lever de rideau ici à Montréal, à l'Usine C, avant un spectacle de la compagnie de danse-théâtre Pigeon International. Donc, c'était très intéressant parce que ce n'était pas un spectacle particulièrement axé sur le texte, évidemment. C'est une démarche beaucoup plus visuelle et tout. Mais on avait en prélude, en levée de rideau, un texte de Jovette Marcheseau, La Pérégrin chérubinique, qui était lu par l'acteur Marcel Pomerleau pour, comme ça, lancer la soirée et donner aux spectateurs la chance d'entendre une auteure qui, cela dit, n'est pas très souvent jouée de nos jours, mais qui a été très, très importante et qui demeure une voix hautement singulière dans notre dramaturgie. Donc, il y avait aussi cette volonté, je pense, à travers les levées de rideau, de rappeler au souvenir des gens de théâtre, des gens qui s'intéressent au théâtre maintenant, des noms importants qu'on oublie parfois parce que ce n'est pas nécessairement à la mode. Mais la dramaturgie, ce n'est pas une question de mode, c'est une question de parole et de discours. Donc, pour moi, les textes de Jovette Marcheseau sont intemporels et c'est merveilleux de les entendre en prélude d'un spectacle très axé sur les nouvelles technologies, entre autres. Je trouvais que c'était un très beau pont.
Sébastien Harrison, toutes ces activités, par exemple, pour les 40 ans, ben, c'est un peu la face visible du CEAD, mais derrière, il y a tout un travail de l'ombre qui est fait par les employés, que ce soit au centre de documentation, à la direction générale. Est-ce que vous savez, vous en êtes conscient? C'est important pour le milieu, ces travailleurs de l'ombre? Oui, tout à fait. Et le projet du 40e a été porté par Diane Miljour, qui terminait à ce moment-là son mandat, qui a terminé avec le 40e, et qui a mené ce projet-là non seulement pour donner une visibilité au CEAD, mais pour travailler des aspects très précis sur le terrain, notamment ce désir que le CEAD a de renouer avec les directions artistiques et parce qu'évidemment, on a des liens de longue haleine, mais parfois, certains se perdent, d'autres prennent le dessus, mais on a profité en quelque sorte du 40e, et ça, c'est beaucoup Diane Miljour qui a mené ce projet-là, pour renouer avec les directions artistiques de façon concrète, c'est-à-dire en les visitant une à une et en leur demandant quelle est leur perception du CEAD, de façon à voir comment celle-ci a pu évoluer avec le temps et voir aussi, parce que, qu'on le veuille ou non, un des buts premiers du CEAD, c'est de mettre en contact les auteurs, les textes, avec les directions artistiques. Donc, si on comprend mal les directions artistiques et si elles, nous comprennent mal, on se retrouve dans une situation où on passe à côté de notre mandat premier. Donc, il y a eu un travail de fond très, très important fait par Diane là-dessus pour aller questionner chaque directeur artistique sur à la fois ses goûts, ses désirs, ses envies. Évidemment, on n'est pas un service à la carte, on ne va pas se mettre à répondre à tout, mais à partir de ce tableau général qui a été dressé, qui est colossal, hein, c'est un travail important, on va pouvoir peut-être mieux répondre et à la fois mieux répondre à nos auteurs, bien sûr, mais aux attentes des directions artistiques. Justement, les défis pour les prochaines années, là, comme membre du CA, c'est le genre de questions que vous devez étudier, analyser en groupe. Où s'en va le CEAD? Est-ce qu'il y a des défis économiques à cause de la situation du financement du théâtre, qui est toujours un petit peu précaire? On le voit avec les compressions au gouvernement fédéral, par exemple. Des défis politiques aussi, peut-être. Est-ce que les nouveaux besoins des auteurs qui arrivent, comme vous, risquent de commander des petits virages un peu dans les mandats ou les activités? Comment vous voyez l'avenir de l'organisme? Je pense que ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que le nombre d'auteurs se multiplie de façon assez imposante. On a de plus en plus de membres, il y a de plus en plus de gens qui écrivent, il y a de plus en plus de textes intéressants qui sont mis de l'avant. Évidemment, la capacité de production, elle, n'augmente pas tellement. Donc, je pense qu'en ce sens, l'ouverture sur l'international est très importante pour permettre à des auteurs qui, par exemple, ne seraient pas montés ici, de peut-être trouver une tribune ailleurs. Ça s'est vu, ça se voit de plus en plus. Et ça, je pense que le CEAD en est très conscient. Et par toutes ces activités de traduction, le séminaire qu'on tient aux 2 ans, toutes ces choses-là, il y a une volonté d'ouvrir sur l'international et de donner une tribune plus large aux auteurs. Alors ça, c'est l'une des voies qu'on va creuser encore plus. Hein? Est-ce que les nouveaux besoins, quand vous parlez de ces jeunes auteurs qui arrivent, qui se multiplient, est-ce qu'ils cherchent la même chose maintenant que les jeunes auteurs de 1970 quand ils ouvrent la porte du CEAD? Au fond. Probablement. Je pense que la première chose qu'un auteur cherche en arrivant au CEAD, en cognant la porte du CEAD, c'est l'auteur souhaite être lu, tout d'abord. C'est la première chose. Il souhaite que son texte soit lu et qu'on lui dise quelque chose à propos de son texte. Je pense que c'est le départ. On dit souvent l'auteur veut être monté, l'auteur veut être monté. Oui, mais je pense que de toute façon, on ne peut pas être monté sans avoir été au préalable lu. Parfois, on voit certaines créations, on se demande si le texte a été lu avant d'être monté, mais je pense personnellement que c'est la première étape. Et c'est très important et ça reconfirme l'importance du CEAD parce que le CEAD, c'est ce qu'on offre au départ, lire le texte et le commenter. Donc, je pense qu'on est au tout début de la chaîne du travail de diffusion du texte.
Et c'est fondamental parce que je pense que plusieurs jeunes auteurs n'auraient jamais été lus par des directions artistiques s'ils n'avaient pas été lus en tout premier lieu par le CEAD. Donc, c'est un rôle de passeur qui garde la même importance 40 ans plus tard. Oui, tout à fait. Sébastien Harrison, un peu grâce au CEAD, vous allez maintenant vous livrer à un autre exercice, l'opéra. Oui, tout à fait. C'est un nouveau genre pour moi. Je n'ai jamais écrit de livret, mais tout ça s'est passé via le centre de documentation du CEAD. Par pur hasard, une jeune compositeur s'est présentée en disant « Je cherche des auteurs contemporains qui potentiellement pourraient écrire des livrets. » La personne a lu quelques textes qu'on lui avait fournis, dont les miens. Et c'est comme ça que nous sommes entrés en contact. Moi, je n'avais jamais nécessairement développé de projet d'opéra parce que, évidemment, ça prend un compositeur pour développer un projet d'opéra. Moi, je ne suis pas musicien et je me dis, je peux bien écrire un livret chez moi. Si c'est jamais mis en musique, c'est lettre morte. Hein. Donc, cette opportunité-là, quand elle m'a été proposée, ça m'a séduit tout de suite. Et je dois avouer que sans le centre de doc, je pense que ça aurait été plus long d'arriver. Je sais que j'aurais écrit de toute façon de l'opéra un jour parce que c'est quelque chose qui me fascinait, qui m'intéressait. Mais sans la mise en commun des informations que permet le centre de documentation, je ne suis pas sûr qu'un compositeur ou une compositrice serait venu me voir en disant « Est-ce que ça vous tente? » Et ça, je pense que c'est très précieux aussi. Parce que oui, on fait connaître les textes via l'organisme, mais aussi l'organisme permet peut-être de créer des liens qu'on n'aurait pas pu imaginer auparavant. Et ça, c'est très précieux. Le travail du CEAD nous réserve, comme auteur, de nombreuses surprises. Et c'est toujours agréable de savoir qu'il y a quelque part des gens qui parlent de nous et que parfois ça nous revient et sous forme de projets très séduisants et qui nous ouvrent de nouvelles portes. Alors, on vous souhaite de nombreuses surprises à venir, tout aussi intéressantes. Merci beaucoup, Sébastien Harrison. Merci à vous.